partie 5 sur 6. Évidemment, après toute cette violence, il faut bien se détendre. Eh bien, rien de tel qu'un passage au therme pour se relaxer. Therme, le mot vient du grec thermos, qui veut dire chaud, et évidemment qui est resté. J'en veux pour preuve les gourdes spéciales qui maintiennent au chaud aujourd'hui les thermos. L'édifice suit là encore toujours une orientation nord-sud. On estime qu'il y en a à peu près, tenez-vous bien, 170 à Rome. La partie centrale abrite les 5 pièces principales du bâtiment, toujours pareil, le natatio, le frigidarium, le tepidarium, le caldarium et le sudatorium. Les ailes abritent ce qu'on appelle l'apoditerium, c'est-à-dire les vestiaires. Ils sont construits en béton romain, avec des briques. Le béton romain, c'est spécial, c'est un peu un bordel. On ne voit pas, ça cache. En tout cas, c'est fait pour tenir, c'est pas beau. Et ensuite, il y a quelque chose qui vient par devant. C'est donc un matériau solide, mais très bon marché. Vu tout ce qu'ils ont construit, vous imaginez bien qu'ils ne pouvaient pas tout faire comme les Grecs, c'est-à-dire tout en parfait, en marbre ou quoi que ce soit. C'est évidemment pas le cas. Ça permet des constructions vastes, amples, ambitieuses évidemment, et ça couvre une grande surface sans beaucoup de support. Donc c'est une intelligence folle encore. L'édifice est décoré de mosaïques noires et blanches, souvent, de plusieurs statues qui sont inspirées des chefs-d'œuvre de la sculpture grecque, toujours la base. Il présente une grande diversité parce que chacun s'adapte encore une fois au climat et à l'espace, évidemment, dont il dispose. Mais il cherche toujours à suivre le plan type des thermes impériaux. La natatio, comme son nom l'indique, vous vous en doutez, puis ça va nous donner natation évidemment, est une grande salle voûtée qui accueille une grande piscine de 35 mètres de long. Alors 35 mètres de long, ça ne vous parle pas. Pour vous donner une idée, une piscine olympique, ça fait 50 mètres de long, donc c'est un peu plus petit. Le frigidarium, également couvert par une grande voûte, vous avez compris, là c'est la salle froide. Et la marque Frigidaire va le garder pour l'éternité, on va dire. Elle possède un plan en croix, cette salle, dotée de 4 bassins aux angles, et elle peut atteindre parfois jusqu'à 17 mètres de haut. C'est quand même pas mal. Le tepidarium et le caldarium, eux, sont surmontés d'une coupole. Le tepidarium, c'est la salle tiède qui va servir de transition entre la salle froide et la salle chaude, vous l'aviez compris. Elle laisse au corps, si vous voulez, le temps de se remettre de l'épreuve du froid avant d'affronter l'autre épreuve, celle du chaud. Le caldarium, donc, doté de piscines chauffées et d'étuves, sont dédiées à la sudation et au massage. Et donc ensuite, on peut passer dans le sudatorium, une salle chauffée à très haute température. Alors chez nous, ça s'appelle le sauna, évidemment. On vient se faire suer un bon coup. D'ailleurs, c'est intéressant parce que sauna n'est pas un mot latin. Et donc, c'est un changement de paradigme chez nous important. Donc, on vient se faire suer tout en discutant politique, économie, philosophie. C'est une sorte de club, si vous voulez. Les bains bénéficient d'un système de chauffage par hypocauste. Je pense que vous savez ce que c'est. C'est-à-dire un chauffage par le sol qui dégage une chaleur sèche et chaude, mais également qui peut être humide. Les côtés du bâtiment sont ponctués de salles répétées qui accueillent les vestiaires, le gymnase qu'on appelle la palestre, un grand espace à ciel ouvert où vont se dérouler des exercices sportifs comme des sports de balle, la lutte ou le cerceau. Les thermes de Caracalla sont évidemment les plus grands à Rome. Ils s'étendent sur 11 hectares. Ils reprennent le plan des thermes impériaux, mais ils ajoutent des jardins, une salle de réunion, un sanctuaire, des citernes. C'est évidemment l'exemple le plus achevé, c'est celui qui nous reste le mieux aussi. Les ailes latérales comprennent de nombreuses salles, les vestiaires, la palestre évidemment, mais aussi une bibliothèque et plusieurs salles de conférences ou de réunion. Les thermes de Caracalla sont extrêmement bien conservés. Si vous allez à Rome, il faut absolument visiter les thermes de Caracalla. En gros, si vous voulez, c'est un immense espace, une sorte de palais des congrès, on dirait aujourd'hui, avec tout ce qu'il faut pour se détendre. Les thermes provinciaux, donc dans les provinces, sont dotés de citernes, de salles de réunion, d'un mitraum et de galeries souterraines. Il s'agit en fait d'une succession d'installations balnéaires suivant un axe central. Une salle supplémentaire, qu'on appelle destrictarium, est un lieu où on retire toutes les impuretés qui restent, vous savez, collées à la peau, en l'absence de savon et de gants de toilette, évidemment. Les Romains utilisent ce qu'on appelle le strigile, un outil recourbé, effilé. Les thermes de Cluny,
qui sont donc à Paris, construits au IIe siècle de notre ère, sont même dotées, elles, de boutiques ouvertes sur les rues, donc de boutiques à l'extérieur. Les thermes, vous voyez, sont pas uniquement un lieu où on vient se laver, hein. C'est également un espace de repos, d'exercice physique, d'échange social, de galeries d'exposition, de conférences, de bibliothèques, un lieu donc d'hygiène, de sport et de culture. Les maisons particulières, il faut aussi parler des maisons. Les plus riches possèdent des thermes privés. Les bains symbolisent le caractère romain par excellence et sont caractéristiques d'une ville romaine. C'est le Roman Way of Life, si vous voulez. Les thermes de Mediolanum à Saintes sont construits sous le règne des Antonins. Se situent dans le quartier de Saint-Saloine, on les a encore. Ils datent seulement de la deuxième moitié du 1er siècle de notre ère. Alors aujourd'hui, on a une petite partie des murs du Caldarium qui s'insère de façon assez étonnante au sein de l'église paléochrétienne de Saint-Saloine. C'est marrant, ils sont alimentés en eau par un aqueduc dont certains tronçons, je vais y revenir, sont encore visibles de nos jours. Toujours d'ailleurs en cours de fouilles archéologiques depuis 2003, ça fait 20 ans qu'on fouille ça. Après le bain d'eau et de vapeur, maintenant il faut revenir, donc je vous disais, il va falloir qu'on parle des maisons particulières. La maison romaine est pleinement inspirée de la maison grecque. Sauf que les maisons des riches propriétaires s'agrandissent avec une cour à péristyle à l'arrière. L'habitation de la ville s'appelle une domus et celle de la campagne se nomme une villa. La maison de ville est plutôt petite, sombre, alors que la villa donne une place importante à l'espace et à la lumière. Quand on entre dans une domus, on se retrouve dans un corridor qui nous conduit directement au vestibulum, qui va donner vestibule bien sûr, le seuil d'accès à l'atrium, une grande pièce centrale autour de laquelle vont venir s'articuler toutes les pièces de la maison. L'atrium, lui, est surmonté d'une large ouverture percée dans le toit qui laisse s'écouler la pluie et entrer la lumière du jour. Les eaux de pluie sont recueillies dans l'impluvium, un grand bassin creusé juste en dessous du toit. L'atrium donne accès, donc je vous disais, c'est lui qui va organiser l'espace aux différentes pièces de la maison, la cuisine, culina, la chambre à coucher, cubiculum, le bureau du maître de maison où sont conservées les archives familiales, le tablinum, la salle de réception, vecus, la salle à manger, triclinium, la pièce destinée au service, ala, et la pièce où sont honorés les lares, c'est les esprits domestiques qui veillent sur la famille et ses serviteurs. Le lararium, c'est difficile à dire. La maison urbaine est souvent bordée de boutiques ouvertes sur la rue Tabernet. À la campagne, la villa peut être agrémentée d'un jardin vivrier, hortus, qui fournit les légumes, les fruits destinés à la cuisine. Ça va donner le mot horticulture, bien sûr. Et pendant la saison estivale, la famille aime se réfugier dans son jardin d'été, constitué d'une cour à péristyle et de banquettes en pierre. Les membres de la classe moyenne, eux, habitent dans un immeuble d'habitation qu'on appelle insula, qui compte 6 étages. En général, ce sont des logements de location parce qu'ils n'ont pas les moyens, eux, d'être propriétaires. La maison romaine traditionnelle est en principe de petite dimension, mais elle s'adapte, là encore, au rang social du propriétaire. Vous allez me dire, c'est pas nouveau, ce qu'on vit depuis toujours, c'est toujours comme ça. Celle d'un riche notable est plus décorée et plus luxueuse que celle d'un artisan, c'est pas nouveau non plus. En plus de la salle à manger et de la chambre, elle peut accueillir des espaces réservés aux amis, à la famille, ainsi qu'une exèdre, c'est le lieu où le chef de famille va recevoir ses invités pour parler littérature, parler d'art ou de philosophie. Et en cas de forte chaleur, le maître de maison peut se détendre dans ses thermes privés dont je parlais tout à l'heure. Le jardin d'été est agrémenté d'une fontaine à jet d'eau et de 3 banquettes en dur. La maison reflète déjà la culture, la prospérité et la réussite sociale du propriétaire. C'est un espace de représentation, de réussite sociale. Là encore, rien n'a changé de nos jours. Vous voyez, tout est toujours comme ça. J'allais dire, finalement, l'homme est toujours le même, quelle que soit l'époque. La villa se distingue de la domus par la présence de ce qu'on appelle une pars rustica. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est l'espace réservé aux activités agricoles. Je vais parler d'ailleurs de la campagne romaine. C'est plus un lieu de villégiature. C'est qu'une habitation permanente, en tout cas à l'époque d'avant les barbares. La domus et la villa suivent toutes les deux un plan régulier, toujours avec des murs ornés de fresques,
de reproduction en stuc, moulé et peint. La décoration de la maison témoigne de la volonté du propriétaire d'agrandir sa demeure en usant d'une multitude de trompe-l'œil. Et là aussi, vous allez reconnaître des choses parce que c'est finalement ce qu'on vit tous avec nos papiers peints divers et variés. Vous avez des imitations de colonnes, des plaques d'albâtre, des imitations de bustes posés sur des piédestaux, des tableaux de chevalets ou encore des guirlandes de fleurs et de fruits qui semblent comme ça suspendus entre deux colonnes. Tout ça, encore une fois, ce sont des trompe-l'œil. Les colonnes et les piédestaux donnent une impression de profondeur. Les éléments architecturaux sont des motifs récurrents dans la décoration peinte des maisons romaines. Vous avez une fausse porte, des colonnes, des fausses colonnes, des faux arcs, un faux portique. L'émission 5000 ans d'histoire est désormais accessible gratuitement, divisée en 6 parties, du vendredi au mercredi. En vous abonnant pour 2 € par mois, le prix d'un café, vous avez accès à l'émission et aux plus de 300 autres, en entier, en exclusivité et surtout sans pub. Le lien est dans la description.